présenter ce soir, plus l'enregistrement de tout ça. Si on n'a pas d'ordinateur, on va vous trouver une solution. On vous l'imprimera. On vous l'imprimera, on vous l'enverra par la poste. Je pourrais vous l'envoyer par code morse, mais ça serait long. Bonne conférence. OK, groupe. Aujourd'hui, c'est vraiment juste un survol qu'on va faire. On prend une demi-heure de présentation ensemble. Une demi-heure, René, tu m'arrêtes parce que on passe aux questions. C'est important que vous ayez du temps pour les questions. Moi, je vais juste tracer avec vous, là, c'est des généralités aujourd'hui. On parle un peu, c'est quoi les tumeurs cérébrales, comment on démêle ça, comment nous, on approche ça au début, c'est quoi les étapes générales à travers lesquelles un patient va passer. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Les prochaines conférences, là, ça va aller un peu plus dans le détail. On va en avoir sur l'anatomie du cerveau, on en a sur la chirurgie, là, il y a une conférence complète qui parle des opérations, on en a sur les traitements, on en a sur la recherche, mais aujourd'hui, c'est le survol qu'on fait. Fait que la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut être prudent. Okay? Quand quelqu'un dit « moi j'ai une tumeur cérébrale », puis le voisin d'à côté dit « moi aussi », il faut que vous fassiez bien attention parce que tumeur cérébrale, c'est pas une maladie, c'est une famille de maladies. Puis il y a des tumeurs cérébrales qui se guérissent par chirurgie, il y en a d'autres qui sont incurables, donc il faut vraiment faire attention. Qui dit maladie différente dit aussi traitement différent. Donc deux patients avec des tumeurs cérébrales peuvent très bien avoir des approches complètement différentes. En général, nous autres, là, les tumeurs cérébrales, on va diviser ça en deux grandes catégories. On va diviser ça en catégorie primaire ou secondaire. C'est quoi une tumeur cérébrale primaire? C'est une tumeur qui a pris naissance dans le cerveau. Les cellules cancéreuses qui ont donné cette tumeur-là sont apparues dans le cerveau. Une tumeur secondaire, c'est une tumeur qui est apparue ailleurs dans le corps. L'exemple classique, un cancer du poumon, un cancer du sein. Puis là, les cellules se sont projetées et sont allées ailleurs au cerveau. Puis ce qu'on a chez nos patients qui ont des lésions au cerveau dans ce temps-là, on appelle ça des métastases, ce sont des lésions secondaires. C'est différent les deux parce que je vais vous montrer des images de scan, puis vous allez comprendre, vous allez voir vous-même la différence. Si vous, je peux-tu aller là? Ouais. Si vous regardez ici, vous avez un exemple d'un patient qui a des métastases, des tumeurs secondaires. Regardez comment les lésions ils sont rondes. Ils ont l'air bien dégagés par rapport au cerveau. Les métastases, souvent, c'est des lésions qu'on est capable d'opérer puis de tout enlever. Parce qu'il y a un plan entre le cerveau et la tumeur. Les tumeurs qui viennent du cerveau, qu'on appelle aussi des gliomes, ça c'est comme la grande famille de toutes les tumeurs cérébrales. C'est des tumeurs qui sont infiltratives. Vous voyez que le contour, souvent on va dire aux patients, ça a l'air d'un nuage. Le contour, il n'est pas clair. Il n'y a pas un plan distinct entre le cerveau et la tumeur. C'est ça le problème de ces tumeurs-là, en fait. C'est que, malheureusement, dans la grosse majorité des cas, on ne peut pas tout enlever la tumeur justement parce qu'elle n'a pas de plan avec le cerveau, elle infiltre graduellement le cerveau. Puis, nous, on travaille, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui avaient entendu parler justement des reportages qu'il y a eu cette semaine autour de notre équipe là, dans le National Geographic et tout ça, mais ce qu'on travaille à faire, c'est trouver des techniques chirurgicales qui vont nous permettre de pousser le plus possible nos résections pour peut-être un jour essayer d'être capable de tout enlever ces tumeurs-là, mais on n'est pas là, personne. Fait que je vous montre cette image-là. Ça, c'est une autre résonance magnétique. Hein? C'est l'imagerie avec laquelle on travaille classiquement dans les tumeurs cérébrales. D'un patient qui a une tumeur cérébrale. Vous voyez la grosse tache blanche qui est ici. Okay? Ça, c'est en vue axiale. Ça, c'est la vue habituelle. C'est-à-dire qu'on a tranché le cerveau dans ce plan-là. On a pris l'image et on l'a affiché de même. Ça, comme vous voyez, c'est de côté. Hein? Vous voyez l'œil du patient ici puis le derrière de la tête qui est là. C'est la même image, la même tumeur, mais vue différemment. Pourquoi je vous montre cette image-là? Parce que si je vous dis on va aller l'opérer, puis on va aller l'enlever. Là, vous allez me dire, ben, c'est pas trop compliqué, hein? Regarde, tu as le tour de la tumeur qui est là, tu devrais être capable de faire le tour. Le problème, c'est justement ça, c'est que même si radiologiquement, des fois, on est capable de toutes les enlever, ces tumeurs-là, on sait que, vous voyez la tache noire qui est là en avant? On sait qu'il y a des petites cellules tumorales qui sont à distance du nodule principal. Fait qu'on a toujours bien beau aller enlever toute cette grosse tache-là, on va toujours laisser des petites cellules au pourtour ici. Ça, c'est le problème numéro 1 des tumeurs cérébrales primaires qu'on appelle des gliomes. Okay? Ça fait qu'encore une fois, je vous montre cette image-là, puis là, je vous demande où est la limite de la tumeur. Malheureusement, ben, on peut regarder la tache blanche puis qui devient bleue, puis dire, ben, ça, c'est la tumeur, alors qu'autour, la tache noire, c'est juste de l'édème ou de l'enflure, mais ce n'est pas le cas. On sait que cette tache noire-là, elle contient des cellules tumorales aussi. Et si vous regardez un cerveau avec une tumeur dedans, à la radiologie, on va voir une tache
blanche ici, on est capable de l'enlever, mais vous voyez que les petites cellules qui sont autour vont lentement se propager au niveau du cerveau. C'est ces cellules-là qu'on n'est pas capable d'aller chercher nous autres. Pas encore, du moins. C'est pour ça que malheureusement, après une opération, pour la majorité des patients, on va avoir besoin d'utiliser d'autres formes de traitement pour essayer de tuer ces petites cellules-là qui sont autour. Que ce soit de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou une combinaison des deux. Une question qu'on a souvent. Une tumeur cérébrale, quels symptômes ça produit? Bien, ça dépend de sa localisation. Ça, c'est un cerveau, OK, grossièrement, dans un livre d'anatomie, vous voyez que le cerveau est divisé en 4 grosses parties. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal, puis le lobe occipital qui est ici à l'arrière. Quand la tumeur est dans le lobe frontal, en bleu, le lobe frontal, c'est le lobe des émotions, c'est le lobe de la personnalité. Fait que les gens, souvent, ils vont avoir des problèmes de personnalité. Le classique, là, ils vont avoir un retrait social. Ils vont avoir tendance à s'isoler, à moins sortir. Le lobe frontal, c'est aussi le lobe qui s'occupe des fonctions motrices. Fonctions motrices, c'est quoi? Ben, tout ce qui nous permet de bouger. Comme vous savez, le côté droit du cerveau contrôle le côté gauche du corps et vice-versa. Ça veut dire que si j'ai une lésion dans le lobe frontal droit, ben, je suis à risque d'avoir une paralysie du côté gauche de mon corps. Donc ça, c'est le lobe frontal. En rose, vous voyez le lobe pariétal. Le lobe pariétal, lui, il s'occupe des fonctions sensitives, la sensibilité. Même affaire, si le lobe frontal pour les fonctions motrices est contralatéral, ça veut dire que si le côté droit contrôle le côté gauche, c'est la même affaire pour les fonctions sensitives. C'est-à-dire que si je me touche ici la main gauche, ben, la portion de mon cerveau qui analyse ce signal-là que je ressens, il est à droite dans mon lobe pariétal. Finalement, il y a le lobe temporal qui est ici. On l'appelle le lobe temporal parce qu'il est au niveau des tempes de chaque côté. Lui, il est super important pour la mémoire. Quelqu'un qui a une atteinte de son lobe temporal, il est plus à risque d'avoir des problèmes de mémoire. Puis à l'arrière, vous avez le lobe occipital. On a un petit problème au niveau de... Donc la vision. Ce lobe-là, il s'occupe de la vision. La vision, c'est un peu plus compliqué à remarquer parce que même si l'information est analysée là, il faut qu'elle vienne du devant des yeux. Fait qu'elle parcourt tout le cerveau. Il y a des fibres de la vision qui passent dans le lobe pariétal, dans le lobe temporal avant d'arriver au niveau du lobe occipital. Mais rappelons-nous juste que pour l'instant, la vision est analysée dans le lobe occipital. Fait qu'évidemment, vous devinez que si une tumeur apparaît, elle ne va pas nécessairement se limiter à un des lobes. Parce que les lobes sont tous en communication entre eux. Quand on parle de lobes, c'est un peu comme parler des frontières d'un pays. Comme entre le Canada et les États-Unis, ben, on peut facilement traverser au poste de douane. Même chose entre le lobe frontal et le lobe pariétal. Les cellules tumorales peuvent traverser. Puis il y a souvent des tumeurs qui sont à cheval entre deux lobes. Donc, ils peuvent donner des problèmes et de motricité, et de sensibilité, et de vision. L'autre symptôme qu'on voit souvent avec des tumeurs cérébrales, c'est le fameux mal de tête. Souvent, il y a des gens qui nous disent, qui sont surpris, qui nous disent « Moi, j'ai jamais eu mal à la tête. » Des patients qui me disent ça, « J'ai jamais eu mal à la tête. » Puis effectivement, le mal de tête relié aux tumeurs cérébrales, c'est très variable. C'est à peu près 1 patient sur 3 qui a des maux de tête à cause des tumeurs cérébrales. Puis s'il y a mal à la tête, c'est parce que la tumeur produit, à cause de l'augmentation de pression, une pression sur le cerveau à cause du volume. C'est cette pression-là qui va donner mal à la tête. Puis la caractéristique de ce mal de tête-là, c'est qu'il est pire le matin. Ça, c'est un classique pour nous autres. Un patient qui a mal à la tête, le matin en se levant, ça nous inquiète. Un patient qui me dit « j'ai mal à la tête à la fin de la journée », ça nous inquiète moins. Parce que ce n'est pas des maux de tête qui sont associés aux tumeurs cérébrales. Fait que les maux de tête du matin, eux autres, ils nous inquiètent. Là, pourquoi vous pensez que les gens ont plus mal le matin? Plus mal à la tête le matin? Pardon? Allez-y. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Non, c'est pas ça la raison. Le corps va relaxer toute la nuit dans le sommeil. Il y a moins de tension. Vous avez un élément de réponse. Le cerveau au repos a grossi. Bon, OK. Le cerveau au repos a grossi. Oui. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Une, quand vous êtes couché et que vous dormez, vous faites ce qu'on appelle de l'hypoventilation. Ça veut dire que vous respirez moins vite. Puis quand on respire moins vite, ça fait dilater les veines, puis ça augmente la pression au niveau du cerveau. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est une raison physique. C'est relié à la gravité. Quand vous êtes couché, le sang, il draine moins bien en dehors de votre tête. Fait que ça s'accumule un peu plus. Ça ne prend pas grand-chose. Juste une petite accumulation, puis ça peut favoriser l'édème ou l'enflure au cerveau, puis ça peut donner des maux de tête.
Donc, le mal de tête relié à une tumeur cérébrale, il est relié à ces facteurs-là. Puis, classiquement, l'histoire classique, c'est le patient qui nous dit en fin de nuit, là, autour de 4h, 5h du matin, mon mal de tête me réveille, je me lève debout, je marche, puis après une demi-heure, c'est parti. Ça, c'est le classique. C'est pas bon. Ben, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une pression sur le cerveau. Ça veut dire que probablement que les services d'un chirurgien vont être nécessaires. Qui, dans la salle, est gaucher? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et boy, OK. C'est intéressant. Savez-vous pourquoi c'est intéressant? Parce que d'habitude, dans un groupe de 100, il y a à peu près le nombre de gens qui viennent de lever la main ici. C'est 6 à 7 % d'incidence de gaucher. Vous êtes quoi, 25? 30? En tout cas, vous êtes 3 fois plus prévalent en termes de gaucher que de droitier. Pourquoi je vous demande ça? Tout ce que je vais vous dire, c'est vrai pour les droitiers. Votre hémisphère dominant, il est à gauche. Pour les gauchers, c'est plus mélangeant. Pour les gauchers, pour un tiers des gauchers, c'est la même chose. Votre hémisphère dominant, il est à gauche. Pour les autres gauchers, ça peut être à droite, ça peut être dans les deux hémisphères. Là, c'est quoi ça, un hémisphère dominant? À quoi ça sert? Ça sert à parler. Les fonctions du langage, ils sont dans l'hémisphère dominant du cerveau. Pour à peu près tout le monde ici, votre langage, il est à gauche dans votre cerveau. Pourquoi c'est important? Parce que le langage, le langage, ça occupe une grosse partie de l'hémisphère dominant. Regardez tout ce qui est sur le côté du cerveau, dans l'hémisphère gauche, puis dans l'hémisphère droit, pour quelques gauchers ici. Toutes ces régions-là sont impliquées dans la génération du langage. Ça veut dire que si vous avez une tumeur dans l'hémisphère gauche, dans ces régions-là, ben, il y a des bonnes chances que votre langage soit atteint, il soit abîmé. Okay? Puis pour nous, évidemment, si on a des traitements à faire, surtout des opérations, si votre tumeur est à gauche, ça nous complique la vie pas mal. Parce que la dernière affaire qu'on veut faire, c'est nous autres briser votre langage en opérant. Okay? Donc, juste vous rappeler de ça, le langage, en général, il est à gauche dans le cerveau. OK. Fait que notre patient, il arrive à l'urgence. On parle du parcours, là. Qu'est-ce qui l'a amené à l'urgence? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une crise d'épilepsie. Ça peut être un nouveau symptôme, comme une faiblesse, un trouble de sensibilité, un trouble de vision, un changement de personnalité. Ça peut être des maux de tête. Bref, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait un scan, puis il a trouvé une lésion sur le cerveau. Nous autres, quand on voit le scan, la première chose qu'on évalue, c'est l'effet de masse. Pourquoi? Parce qu'on pense à la vie de notre patient. Si la pression est trop élevée sur le cerveau, ça peut être dangereux pour sa vie. OK? La tumeur, elle va générer ce qu'on appelle de l'édème ou de l'enflure. L'édème vasogénique. Oubliez le mot vasogénique, j'aurais dû l'enlever. De l'édème, de l'enflure. Ces tumeurs-là sont irritantes pour le cerveau. Vous voyez ici, la tache blanche, c'est la tumeur. Puis regardez la grosse tache noire autour. Ça, c'est l'édème, c'est l'enflure. Même chose ici, c'est de l'enflure. Vous voyez les espèces de taches noires ici sur la résonance magnétique? On appelle ça des ventricules. C'est des cavités remplies de liquide qu'on a tout le monde dans notre cerveau. Bien, ces cavités-là devraient être parfaitement symétriques. Donc, vous voyez qu'ils sont déformés. Pourquoi? À cause de l'effet de masse relié à l'enflure. Ben, on a un traitement, nous autres, contre l'édème, contre l'enflure. Connaissez-vous le nom du médicament? Le décadron. Le maudit décadron. Puis là, je suis poli, OK? Parce que j'ai le goût d'utiliser un autre mot que maudit. Pourquoi? Parce que le décadron, là, c'est miraculeux pour faire partir l'édème. Ça marche super bien. Le problème, c'est que ça a tout plein d'effets secondaires. Vraiment nuisibles. Pardon? On va en parler. Je vais vous montrer ça. Ouais. Donc, vous opérez beaucoup plus du côté droit que gauche. Tout à fait. On a plus de possibilités à droite qu'à gauche. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cancer à ce côté-là. Non. C'est la possibilité d'opérer. Exact. OK. Exact. Puis tantôt, j'en parle pas longtemps aujourd'hui parce que je ne parle pas d'opération spécifiquement, mais je vais vous montrer qu'on commence à avoir des instruments pour nous aider à opérer plus à gauche dans la région du langage. En fait, mes 2 prochaines chirurgies que j'ai planifiées, là, c'est 2 patients qui ont des tumeurs en plein envers du langage. Puis on a des petits trucs, des petites choses qu'on peut utiliser pour les opérer, mais c'est pas mal plus compliqué et plus risqué. Donc, pour répondre à votre question, c'est quoi les effets secondaires du décadron? Ben, avant de parler des effets secondaires, je veux juste vous dire une affaire. Moi, là, j'ai pas le droit de démoniser le décadron, parce que malheureusement,
On est pogné pour travailler avec ça. On a eu des études cliniques ici avec des produits qui se voulaient être des substituts du décadron, des produits qui étaient supposés remplacer le décadron. Mais ces produits-là, ils ne marchent pas. On les a essayés, là, il n'y a rien à faire. On est toujours pris avec le décadron. Le décadron, pour diminuer l'édème, ça marche. Puis c'est clairement démontré, il n'y a aucun doute là-dessus, que le décadron prolonge la vie des patients. Okay? Puis initialement, le décadron, il augmente la qualité de vie. Le patient il arrive à l'urgence, il a mal à la tête, puis il ne file pas. On lui donne une dose de décadron, puis le lendemain matin, il est ressuscité. Okay? Donc, le décadron, ça fait des miracles à court terme. C'est à long terme qu'on a des problèmes, parce qu'à long terme, là, ça va commencer à affecter la qualité de vie des gens. Puis l'autre affaire que je dois vous dire, c'est que c'est très imprévisible et variable d'un individu à l'autre. Il y a des patients là, qui vont prendre des grosses doses de décadron pendant super longtemps, sans problème. Puis il y en a d'autres qu'on va donner des petites doses de décadron, puis ils vont avoir de la difficulté. Donc, on ne peut pas le prévoir. Tout le monde ici, vous êtes des gens de laboratoire pharmacologique. Vous avez des récepteurs différents. Vous avez des... Il n'y a personne de pareil. Puis nous autres, là, dans notre job, on travaille avec des approximations. On parlait de statistiques tantôt. On travaille avec des approximations tout le temps. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre et de bien voir comment vous êtes fait à l'intérieur. C'est quoi la densité de tel ou tel récepteur que vous avez dans votre corps. Fait qu'on ne peut pas prévoir qui va répondre comment au décadron. Okay? Comme je vous dis, il y a des gens qui le tolèrent très bien. L'autre problème, c'est ça ici. C'est que quand on commence à donner de la chimiothérapie à nos patients, ça, les études sont claires, le décadron diminue la livraison de la chimiothérapie aux cellules tumorales par plusieurs mécanismes. Fait que quand on est pogné de donner des grosses doses de décadron aux patients, puis on veut leur donner de la chimio en même temps, c'est pas idéal. Puis des fois, on n'a pas le choix. Bon, les effets secondaires, quels sont-ils? Ben, le plus classique, le plus évident, c'est le gain pondéral. Les patients, ils prennent du poids. Ils prennent du poids, puis ils vont développer ce qu'on appelle un moon face, un visage de lune, c'est-à-dire qu'ils ont un stockage des gras ici au niveau du visage. C'est ça. Myopathie. Ça paraît moins quand on regarde les gens, mais fonctionnellement, c'est beaucoup plus dérangeant. Myopathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une atteinte des muscles. Les gens ils vont avoir une atteinte des muscles au niveau des épaules et au niveau des cuisses, à tel point que des fois, ils sont même plus capables de se lever d'une chaise. Moi, j'ai eu des patients que j'ai hospitalisés parce qu'ils étaient plus capables de se lever. Donc, ça, c'est un problème. Diabète induit. Le décadron peut produire du diabète. Le décadron, il rend la peau plus fragile. Le décadron, il produit de l'insomnie. Moi, souvent, j'ai des patients à la clinique externe, là, puis ils me disent « Hey, doc, je suis pas capable de dormir. C'est quoi ta dose de décadron? » Première question que je pose. Insomnie, le décadron. Tremblement. Tremblement des deux bords, là, ça, c'est le décadron. C'est sûr que si quelqu'un a une tumeur à droite, puis il tremble juste à gauche, on va penser à autre chose. Mais quand le patient nous demande, nous dit « J'ai des tremblements », moi, je demande tout le temps la même question. C'est-tu les deux mains qui tremblent? Puis il me dit « Oui, c'est le décadron. » Le décadron a le dos large. Mais je peux vous dire que moi, comme clinicien, mon devoir numéro 1, c'est de couper le décadron. Essayez de le couper. Puis des fois, encore une fois, pour les raisons qu'on discutait tantôt, il n'y a personne de pareil, des fois on se trompe. On veut tellement le couper vite qu'on le coupe trop vite. Fait qu'on coupe le décadron, puis là on a un patient qui nous rappelle, comme 24 ou 48 heures après, il me dit hey, « mes maux de tête sont revenus, je file pas ». Ça veut dire qu'on est allé trop vite pour le décadron. Okay? Il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Chaque patient a droit à sa recette individuelle. Fait que ça, c'est le décadron. Donné en pilule ou en liquide? Ça peut se donner en pilule ou en injection. En injection, ça agit très rapidement, en dedans de l'heure. En pilule, évidemment, il faut que ça soit absorbé pour agir. C'est que si on a une urgence, si on a un patient qui arrive à l'urgence et il n'est pas bien, injection. Sinon, pilule. Le décadron, c'est facile pour ceux d'entre vous qui en prenaient ou qui en avaient pris. C'est des petites maisons comme ça, des pentagrammes. Ils ont toute cette forme-là. C'est ça aussi qu'on appelle la cortisone. De la cortisone, exactement. Dans le décadron, il y a de la cortisone. Ouais. Mais il y a d'autres formes de cortisone qui sont moins fortes que le décadron. Le décadron, c'est comme le plus fort. C'est donné à combien de milligrammes dans un cachet? Ah ben, comme je vous dis, ça dépend des patients. Okay? Mais dans les comprimés, il y a des comprimés de 0,5, de 2 et de 4. Puis il n'y a pas de recette magique. Malheureusement, dans certains endroits, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est marqué dans les livres, ils vont donner des doses de 4 mg 4 fois par jour. Ça, c'est une grosse dose. Moi, j'ai souvent des patients de l'extérieur, je ne dirais pas de quel hôpital, mais ils arrivent, ils ont tout le temps cette dose-là, même s'ils n'en ont pas besoin d'autant. Nous, il faut jauger ça. Puis notre but, il faut que ça soit toujours de donner la dose la plus petite possible. Tout le temps. OK, une fois que le décadron est à bord et qu'on a nos images, la prochaine étape, c'est quoi? C'est une opération.
Puis pourquoi ça nous prend une opération, vous pensez? Mais là, ça ne fonctionne plus. Ouais, mais pourquoi j'aurais absolument besoin de faire une opération avant de vous proposer un traitement? Pour rapetisser la tumeur, OK. Une autre raison? La sorte de tumeur. La tumeur fait de l'inflammation. Puis ça empêche de parler. C'est ça. Si on enlève la tumeur, l'inflammation va diminuer aussi. Mais la raison médicale numéro 1, c'est que ça nous prend un diagnostic. On disait tantôt les tumeurs, là, les gliomes, les tumeurs cérébrales primaires du cerveau, il y en a plusieurs. Si on regarde tous les diagnostics, il y en a au-dessus d'une trentaine. OK? Pratiquement, quand nous, on travaille, en général, on travaille avec 4 ou 5 types. OK? Mais globalement, il y en a une trentaine qui demandent des traitements différents. Donc, on a besoin de savoir à quoi on a affaire. L'autre chose que je vous parlerai à un moment donné, quand on fera la session sur la recherche, c'est que ce qui s'en vient dans notre domaine, à nous autres, c'est une médecine qui est plus personnalisée. Vous savez, je vous disais tantôt, vous êtes tous des laboratoires pharmacologiques, mais on commence lentement à tendre vers une médecine qui veut être plus personnalisée. Vous êtes tout le monde différent, il faut qu'on vous offre des traitements différents. Puis vos tumeurs sont différentes aussi, sont toutes différentes. Fait que ce qu'on fait, nous autres, à l'opération, ici, c'est pratiquement obligatoire maintenant. Moi, tous les patients que j'opère, je leur fais signer un protocole, puis une bonne partie de la tumeur va en pathologie pour un diagnostic, puis l'autre partie de la tumeur, elle s'en vient dans mon lab. Puis là, on a 3, 4, puis bientôt 5 projets de recherche où on étudie les cellules de la tumeur pour essayer de trouver des nouveaux traitements. OK? Donc, la chirurgie, ça va être important pour ça dans le futur. Ouais? Oui, en fait, oui, ça s'est déjà présenté comme offre. La difficulté, ça a été une difficulté pratique, comment faire ça. Puis à cause de ça, ça ne s'est pas fait. Il y a, vous savez, à Montréal, il y a la banque Douglas, qui est une banque de tumeurs, une banque de cerveau pour les maladies psychiatriques. Ça existe. Pour les tumeurs cérébrales, nous, à Sherbrooke, on a la seule banque québécoise d'échantillons de tumeurs cérébrales, puis une des 2 seules au Canada. Ça fait qu'éventuellement, c'est sûr qu'on va essayer de tendre vers ça, mais l'aspect pratique est difficile à monter. Bon, la chirurgie. OK, vous voyez l'image qu'on peut se faire de la chirurgie, là. Doc, Ouais. OK, on ne peut pas faire ça sur des cerveaux, comme vous dites, mais pouvez-vous faire ça sur des animaux? Ah, on travaille beaucoup sur des animaux. Tu sais, avec ces cancers-là, ces tumeurs-là. Ouais. Mais nous, on a un modèle de rat dans lequel on travaille. Implanter une tumeur. Ouais. Puis là, mais savez-vous, pour être honnête avec vous, là, dans notre vie en ce moment, ce qui se passe, c'est que les modèles qu'on utilise, on est rendu à leur limite. Les nouveaux modèles qu'il faudrait qu'on développe, parce que ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser des rats qui n'ont plus de système immunitaire et implanter des cellules qu'on prélève à la chirurgie des patients. Ça ferait des modèles beaucoup plus réalistes. Mais ces petits animaux-là, qui ont plus de système immunitaire, ils coûtent 300 $ chacun. Ça, c'est juste acheter l'animal, puis ça ne comprend pas toutes les expériences. Donc, le prix de la recherche a augmenté en fou, là. Premièrement. Puis deuxièmement, je ne sais pas ceux d'entre vous qui se tenaient au courant là-dessus, mais le financement de la recherche a chuté en flèche. Tous les laboratoires au Québec, puis au Canada probablement, ont de la difficulté. Moi, les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche médicale, ils se promènent, là, puis ils nous disent que les laboratoires ferment les uns après les autres. Nous, notre lab, là, en janvier, là, il y a comme 3 semaines, on a failli fermer. Puis là, on est encore ouvert grâce à un sauvetage de la faculté, puis parce qu'on a eu un petit grant de la Fondation canadienne, pas de la Fondation canadienne du cancer, mais de la Fondation Canadian Brain Tumor Consortium, donc la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. C'est difficile. Là-dessus, les compagnies? Jadis, les compagnies donnaient de l'argent, mais ils n'en donnent presque plus. Parce que, malgré le prix faramineux, je vous donne un exemple, là, Sharing Canada, c'est eux autres qui faisaient le Témodal, le médicament numéro 1 pour les tumeurs cérébrales. Ben là, ils ont perdu le brevet. Depuis qu'ils ont perdu le brevet, ils ne donnent plus une scène. C'est le même, ça marche. Fait qu'on fait face à une maladie orpheline, hein? C'est pas une maladie fréquente. Ça veut dire, s'ils ont perdu le brevet, ça veut dire que d'autres l'ont pas. Oui, ça veut dire qu'il y a d'autres compagnies qui fabriquent l'équivalent du Témodal. Voyez-vous, j'ai reçu une offre aujourd'hui dans mes courriels.
On donne 1 million pour la recherche sur le cancer du sein. Donc, cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, c'est des cancers qui sont incidents, donc c'est plus facile de les financer. Mais les cancers cérébraux, c'est beaucoup plus rare, donc beaucoup plus dur à trouver du financement. OK, chirurgie. Chirurgie, ben, ça c'est un setup, excusez, j'utilise ça c'est l'environnement de la salle d'opération. OK, avec le microscope, avec un système de navigation qui est comme un système de satellite. Puis là, maintenant, comme un système de GPS satellite qui nous permet de naviguer dans le cerveau du patient. Là, maintenant, on a un nouveau système qui ressemble à celui-là, mais qui est beaucoup plus moderne, qui envoie ces images-là directement dans le microscope. Nous autres, dans la salle d'opération, on est rendu dans un environnement très, très technologique. Ça s'est beaucoup amélioré. Il nous reste encore des petites avancées à faire, là, mais l'environnement technologique est là. Là, ce qu'il faut qu'on puisse faire maintenant, c'est pousser plus à fond nos résections de tumeurs. Quand on parle de chirurgie, nous autres, là, encore une fois, comme quand on parlait des tumeurs cérébrales, les chirurgies, c'est une famille de procédures. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire. Hein? Le classique, là, certains d'entre vous avaient peut-être entendu parler d'une biopsie. On peut commencer par dire, on va faire juste une biopsie. Une biopsie, c'est quoi? Ben, c'est aller chercher juste un petit morceau. On n'enlève pas l'ensemble de la tumeur, mais on va chercher un petit morceau. Puis ça, au cerveau, on peut faire des biopsies n'importe où. N'importe où, dans n'importe quel coin profond du cerveau, on a les instruments pour faire ça. Okay? Donc, une biopsie, on appelle ça une stéréotaxie. Une stéréotaxie, c'est juste le système de coordonnées en 3 dimensions qui nous permet de faire les biopsies. On peut faire une biopsie ouverte, c'est-à-dire ouvrir la crâne pour faire notre biopsie. On peut faire une chirurgie conventionnelle, une chirurgie ordinaire. Honnêtement, dans mon domaine à moi, ça se fait de moins en moins une chirurgie ordinaire. Pourquoi? Parce que maintenant, la chirurgie est assistée par différentes technologies. La neuronavigation, l'échographie, ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Je vais vous montrer un petit exemple de ça, mais on en reparlera quand on fera la session sur la chirurgie. Puis, dans certains centres, la résonance magnétique intraopératoire. On n'a pas ça ici. En fait, il y a juste un endroit au Québec où ils ont une résonance intraopératoire. C'est dans un hôpital pédiatrique. C'est au Children à Montréal. Ça fait 5 ans qu'on essaye, qu'on se bat pour en avoir une, mais c'est ça. Mais ça coûte trop cher et on n'a pas les fonds. Les sous ne suivent pas. Aux États-Unis, juste pour vous donner une idée, là, il y a au-dessus de 100 résonances intraopératoires dans tout le pays. Au Québec, du côté adulte, il n'y en a pas une encore. OK. Par contre, avec les technologies qu'on a en ce moment, on va prendre une tumeur comme ça. OK? Je vous demande, là, n'oubliez pas les côtés, tout est inversé là-dessus. Hein? Qu'est-ce qui vous inquiète quand vous regardez cette tumeur-là? Maintenant que je vous dis, on va l'opérer. La grosseur. La grosseur, du bord du langage. Ça fait un trou, ça, là, un trou. Voyez-vous, exactement ici, là, il y a l'air du langage. Mais, jadis, là, c'est un patient qui avait été considéré inopérable. Ben, maintenant, on est capable d'enlever ça, cette tumeur-là, en prenant une approche précise. Là. Ça, c'est la résonance magnétique post-opératoire. Voyez-vous, la cicatrice, ça fait un trou. Des fois, oui, pas toujours. Voyez-vous, dans ce cas-ci, ça n'a pratiquement pas fait de trou parce que le gros de la tumeur va pousser puis repousser le cerveau normal. On l'enlève puis le cerveau reprend sa place. Donc, l'opération, notre but, là, puis on reviendra là-dessus dans une autre présentation, mais c'est d'enlever le plus de tumeurs possible, puis peut-être un jour enlever toute ou presque toute la tumeur. C'est là-dessus qu'on travaille. On a différentes technologies. Ça, je vous montre l'image prise dans une opération d'un patient. Vous voyez la tumeur qui est segmentée en rouge ici. OK, ça, c'est la même tumeur que tantôt. Puis regardez ici ce que vous voyez, les espèces de dessins. Ça, ce sont les fibres du cerveau. OK? Ça, c'est un des projets de recherche qu'on a ici. C'est ça qui a fait l'objet du reportage dans le National Geographic. Et en utilisant ces modèles-là, des fibres du cerveau, ça nous permet d'être pas mal plus précis et pas mal plus extensif dans notre capacité à enlever les tumeurs. Peux-tu expliquer ce que c'est quand tu fais des fibres du cerveau? Ouais. Quoi tu fais le faire? OK. Bien, le cerveau, c'est quoi? C'est des neurones. C'est un paquet de neurones. Les neurones, c'est comme nos processeurs dans notre cerveau. Ben, les neurones, ils sont tous connectés entre eux par des fils qu'on appelle des axones. C'est ces fils-là, normalement, à l'œil nu, on ne peut pas voir. On est capable de voir aussi grâce à des modèles mathématiques. On utilise des modèles mathématiques de la résonance magnétique. Puis c'est un processus assez compliqué. Je vais vous en parler en détail quand je vous parlerai de l'opération. Là.
Essentiellement, c'est en suivant le mouvement des molécules d'eau le long de tous ces petits milliers ou milliards de fibres-là qu'on est capable de reconstruire ces images-là. La tumeur n'attaque pas cette étude-là. C'est exactement la question à laquelle on essaie de répondre en faisant cette étude-là. OK? Fait que la question ici, là, c'est quand je vais prendre ma retraite, là, c'est à ça que je vais avoir répondu. OK? La tumeur, là, qu'est-ce qu'on est capable d'enlever qui n'est pas attaqué par la tumeur? Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est une tumeur qui est infiltrative, qui infiltre le cerveau. Fait qu'il y a des tumeurs, clairement, certainement, où à l'intérieur, il y a des fibres fonctionnelles qui passent. Là, c'est ça qu'on essaie de faire, différencier les fibres fonctionnelles des fibres qui servent. Donc, notre projet de recherche, c'est exactement ça. Mais ça, une tumeur, quand vous l'enlevez, là, ça se tient plus comme un œuf, ça? Ça dépend de ça. Ça dépend de la type de tumeur. Il y en a qui sont rigides, comme du caoutchouc. Mais là, vous devez le voir s'il y a des genres de fibres qui vont avec le... Quand la tumeur est très rigide, on est pas mal sûr qu'il n'y a pas de fibres fonctionnelles là-dedans. OK? Les tumeurs qui sont plus méchantes, plus agressives, ils sont molles. C'est mou, là, ça s'aspire même juste avec une succion. Ouais, c'est mou, c'est tout mollasse, c'est gris. C'est un jaune d'œuf, ça, là. Ouais, comme un jaune d'œuf, à peu près. OK. Ça, c'est une autre sorte d'imagerie qu'on peut faire. Voyez-vous la tache noire qui est ici? La tumeur qui est là? Ben, la question ici, c'était... Ça, c'est une jeune patiente qui avait des crises d'épilepsie dans sa jambe. La question, c'était où est la tumeur par rapport au gyrus moteur, mais à la région du cerveau qui est impliquée dans la motricité de la jambe de la patiente. Fait qu'on a mis la patiente en résonance magnétique, puis on lui a fait bouger sa jambe. Et en faisant ça, vous voyez, on a été capable de faire allumer des régions dans son cerveau. On appelle ça une résonance magnétique fonctionnelle. Et en faisant ça, ben, ça nous a permis de voir que la tumeur, elle n'envahissait pas du cerveau fonctionnel, qu'on était capable d'aller enlever cette tumeur. Donc, on a tous ces instruments-là qu'on peut utiliser en salle d'opération. Un autre instrument que je vous parlerai, puis pour ceux qui ont le cœur solide, je pourrais vous montrer des vidéos dans la prochaine présentation, mais on peut réveiller le monde aussi. Ça, pour moi, c'est bien important, l'éveil opératoire. Ça veut dire que la résonance magnétique, c'est l'outil qui est le principal. Oui, on ne travaille pas sans résonance. Croyez-le ou non, il y a certains hôpitaux au Québec où on suit des patients avec des scans. Moi, je trouve que c'est criminel. Tout de suite, je ne nommerai pas les hôpitaux, je trouve ça criminel. Mettons que je vous prends, je vous mets dans une résonance magnétique, puis je vous demande de parler. Ça va ressembler à ça. Les taches rouges que vous voyez sur le cerveau, c'est les régions qui se sont allumées pendant le langage. Voyez-vous, il y a plusieurs endroits qui sont mobilisés par le langage. Essentiellement, ce qu'on sait, c'est que le langage, comme je vous expliquais, c'est du côté gauche, tout le côté du cerveau. Mais d'un individu à l'autre, c'est très différent. Fait que c'est important qu'on l'étudie comme il faut. Tantôt, je vous disais que je vais vous parler de 2 patients dans les prochaines semaines qui ont des tumeurs dans la région du langage. Ben, c'est 2 patients, clairement, que je vais réveiller pendant l'opération. Mais on parlera de la chirurgie. Donc, Tu veux que ce soit lors de la chirurgie qui reste éveillé. Ouais. C'est pour t'assurer de ne pas causer de lésions irréversibles. Oui, exactement. J'ai fait parler pendant leur opération, on leur montre des images. On a un petit appareil qui nous permet de stimuler le cortex opératoire, le cortex cérébral. Puis quand on stimule le cortex, on applique un courant électrique. Puis ce qui arrive, c'est que les gens ils arrêtent de parler, fait qu'on sait que cette région-là est fondamentale pour le langage. Bon, nous autres, on vous fait une opération. Notre but, c'est d'enlever le maximum de tumeurs puis d'aller chercher un diagnostic. Y a-t-il des affaires qui peuvent aller de travers avec une opération? C'est certain, bien évidemment. Complications de la chirurgie. Première affaire, atteinte tissulaire, atteinte des tissus. Atteinte vasculaire. Atteinte des tissus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève du cerveau qui est fonctionnel. Atteinte vasculaire, en opérant, on brise une artère importante. Atteinte veineuse, okay? Parce que vous savez qu'on a des artères et des veines au cerveau, comme partout dans le corps. Les artères, c'est les vaisseaux qui amènent le sang oxygéné vers les organes. C'est des vaisseaux à haut débit. Quand vous prenez votre pouls, là, c'est des artères que vous sentez. Les veines, c'est des vaisseaux à bas débit qui ramènent le sang qui a déjà été utilisé vers le cœur. C'est comme un retour d'égout. Ça ramène le sang lentement vers le cœur. Donc, si on brise les artères, c'est un déficit instantané. Le patient, il se réveille, puis tout de suite, il est paralysé, par exemple. Si on brise une veine,
en général, c'est pas trop grave, parce qu'un peu comme un réseau d'égout, justement, on bloque un tuyau à quelque part, là, les autres tuyaux vont prendre plus de flot, vont compenser, mais à un moment donné, ça peut déborder. Puis quand ça déborde, c'est 24-48 heures après l'opération, puis là, le patient développe un déficit. Mais en général, ces déficits-là, ils ont tendance à récupérer. Évidemment, on peut causer des infections à nos patients. Donc, la question, mettons qu'on opère un patient et qu'il y a de quoi de travail qui arrive, ça va-tu récupérer? C'est ça qui est vraiment important. Ça dépend du type d'atteinte. Donc, l'atteinte tissulaire, ça dépend vraiment de où ça s'est passé, combien de temps on a pour récupérer. Mais en général, l'atteinte tissulaire, c'est-à-dire enlever du cerveau fonctionnel, ça laisse des séquelles. L'atteinte artérielle, ça aussi, en général, ça laisse des séquelles. Okay? Parce que, comme je vous disais, c'est du sang nouvellement oxygéné qu'on amène vers le cerveau. C'est l'équivalent de faire un ACV, un accident cérébrovasculaire. Les gens ne récupèrent pas bien de ça. Ça, évidemment, ça récupère. Les points majeurs, là, quand on a un patient qui a un déficit au réveil, là, c'est à quelle sorte de tumeur on a affaire, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi son âge. Puis troisièmement, c'est quoi le type d'atteinte. Bon. Je vais vous parler de l'âge un peu. Okay? Plus on est jeune, on est tout le monde, là, on a une capacité maximum à 5 ans. À partir de 18 ans, 5 ans. Notre cerveau, la capacité de processing maximale est autour de 5 ans. Puis là, à partir de 18 ans, tout le monde, on se met à perdre des neurones. C'est triste, hein? Et en fait, les enfants, si on était capable de les mettre dans un mécanisme d'apprentissage intense entre 5 à 10 ans, on en ferait des génies. À 18 ans, on commence tout le monde à perdre des neurones. Ben, d'ailleurs, vous le savez, les gens qui commencent à jouer du piano très jeunes, en général, catchent ça plus rapidement. Là, à 18 ans, notre cerveau se met lentement à perdre des neurones, puis plus on vieillit, plus on en perd. Ça a quoi comme conséquence? Ça ne veut pas dire qu'on devient moins intelligent. Hein, on a créé nos circuits, on fonctionne bien. Ça veut dire qu'on a moins de réserves. Si notre cerveau est abîmé, on a moins de capacité de récupérer. Ce qu'on appelle la plasticité du système nerveux central. Accident de la route. Un jeune de 10 ans, puis une personne de 65 ans, même atteinte, pareil. Je peux gager tout de suite que le patient de 10 ans, il va récupérer. Puis il va devenir fonctionnel. Puis je peux aussi gager tout de suite que la personne de 65 ans a beaucoup moins de chances de s'en sortir. Juste à cause de ça. Donc l'âge est vraiment important ici. Puis c'est pour ça que quand on parle de chirurgie, plus le patient est âgé, plus il y a des risques. C'est clair. Je suis rendu à 30, j'ai presque fini, ça tombe bien. Hein? C'est plate, ça veut dire quoi âgé? Pardon? C'est plate, mais ça veut dire quoi âgé? Ben, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de barème. Savez-vous l'âge du patient que j'opère la semaine prochaine? Vous allez me traiter de fou, là. 82 ans. Mais le monsieur, si vous le voyez, là, j'ai dit au monsieur d'ailleurs, j'ai dit, moi je vois du monde des fois de 60 ans qui ont l'air plus poqués que vous, là. Le monsieur, il a l'air top. Fait qu'il y a l'âge chronologique, ça joue. On n'a pas le choix, il faut en tenir compte. Mais c'est pas tant l'âge chronologique que l'âge physiologique. Puis tu sais, le monsieur de 82 ans, là, j'espère que je vais avoir l'air de ça à 82 ans. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi, âgé? Ça veut rien dire. J'ai pas de barème. Mais ça veut dire que de décade en décade, à mesure qu'on vieillit, nos chances d'avoir des complications avec une chirurgie augmentent. Ça, c'est clairement mesuré. Quand elle fait juste le cancer en tant que tel, que tu n'as jamais rien eu d'autre, ben déjà, ça doit être bien mieux, non? C'est sûr. C'est sûr. Pas de problème cardiaque. C'est sûr qu'il y a tout plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qu'on appelle les comorbidités. C'est sûr que quelqu'un qui fait du diabète, qui a des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, ben, tout ça, ça s'additionne. Toujours. OK, fait que là, on a fait notre diagnostic, on a géré notre décadron. Là, je vous l'ai dit, là, c'est jamais curatif une opération, fait qu'il faut faire d'autres traitements. Là, je vais m'arrêter après ça, je vais vous parler de la première ligne. Là. Les gens qui ont eu la plupart des maladies gliales, c'est-à-dire des tumeurs cérébrales primaires avec une teneur agressive, ils ont une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie. Ce traitement-là, ça vient d'où? Ça vient des études d'un monsieur Stupp. Roger Stupp, c'est un Suisse, le gars. Roger Stupp, c'est lui qui a fait le protocole qui est devenu le traitement
qu'on suit tout le monde maintenant parce que c'est un traitement qui a démontré vraiment un avantage. Qui combine la radiothérapie à la chimiothérapie. Cette chimiothérapie-là, comme vous le savez, ça se prend par pilule. Les deux ensemble. Ça se prend les deux ensemble. Des fois, on fait des variations de ça. Des fois, on va donner juste de la radio, des fois juste de la chimio. Ça dépend des sous-types de tumeurs. Mais en général, c'est les deux ensemble. Bon, la radiothérapie, la radiothérapie, c'est une méthode qui s'est beaucoup raffinée au fil des ans parce que si vous reculez de 20 et 30 ans, la radiothérapie, il y avait beaucoup d'effets secondaires de ça. À notre époque, la radiothérapie, c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais comme n'importe quel traitement, il peut avoir des complications reliées à la radiothérapie. Encore là, bon, on va laisser faire les termes. Je n'aurais peut-être pas dû mettre tous les termes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la radiothérapie, ça peut être toxique pour certaines cellules. Puis encore une fois, c'est complètement imprévisible. Il y a des patients qui ont la radiothérapie, qui tolèrent très bien, il n'y a pas de problème. Puis il y a d'autres patients à qui on va offrir une radiothérapie, puis quelques mois après, ils vont se mettre à développer des déficits. Quand on fait nos imageries, on découvre que la radiothérapie, elle a produit de l'inflammation sur le cerveau, elle a produit des atteintes au niveau des neurones, puis là, notre patient, il y a ce qu'on appelle la neurotoxicité, reliée à la radiothérapie. Puis là, de la toxicité, il y en a différents types, aigu, subaigu, puis chronique. Aigu, c'est en dedans de 2 semaines, subaigu, c'est en dedans de 2 mois, puis chronique, c'est plusieurs années après le traitement de radiothérapie. Il y a 2 choses qui apparaissent. Après plusieurs années, c'est des problèmes de mémoire à court terme, puis des problèmes de démarche, problèmes d'équilibre. D'habitude, c'est ça qu'on voit. OK. Juste que vous sachiez que la radiotoxicité très, très aiguë, c'est potentiellement réversible. C'est-à-dire que notre patient qui va faire son problème de toxicité en dedans de 2 semaines, la plupart du temps, ça va finir par rentrer dans l'ordre. Mais les autres types de toxicité, ça, la plupart du temps, c'est irréversible. Moi, quand j'ai un patient à la clinique qui présente de la toxicité à la radiothérapie, souvent, ils ont des atteintes cognitives, on leur donne des trucs. Moi, je donne des trucs aux patients pour garder leur tête active. C'est un cliché, mais c'est un cliché qui est vrai, puis c'est clairement démontré maintenant. T'sais, on dit, si vous voulez exercer vos muscles, là, vous voulez avoir des gros biceps, faites des push-ups ou levez des poids. C'est la même affaire avec votre cerveau. Vous voulez garder votre cerveau sharp, exercez-le. Faites des mots croisés, faites des mots cachés, faites du sudoku si vous aimez mieux les chiffres. Écoutez des séries télévisées hebdomadaires dont le narratif se continue tout le temps. Tu sais, des affaires que vous êtes obligé de vous rappeler ce qui s'est passé la semaine d'avant, puis ça garde son sens. Tout ça, ça exerce la mémoire. Lisez le journal, prenez de l'information. Il faut garder la tête active tout le temps. La musique, tout à fait, la musique. N'importe quel type de stimulation, en fait, c'est bon. Fait qu'on a parlé de radiothérapie, puis là, on va parler de chimiothérapie. La chimiothérapie, là, je me rends compte, j'aurais dû enlever agent alkylant. C'est la classe de chimiothérapie. Oubliez ça, là. Imaginez-vous T-modal, OK? Puis, la plupart des agents de chimiothérapie, ils ont tout plein d'effets secondaires. En fait, quand on regarde dans un livre la liste des effets secondaires, on est fou, on n'a pas le goût de prendre rien, là. C'est vrai que le Tylenol a remarqué bien. Mais la chimiothérapie, ça peut donner des atteintes de la moelle osseuse. C'est ça qu'on voit le plus souvent. La moelle osseuse, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nos os qui produisent les cellules sanguines. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. La chimiothérapie, ça peut faire chuter le décompte de ces cellules-là. En passant, là, je vais toutes les descendre là, pour vous les expliquer, mais le T-modal, c'est un des médicaments les plus soft qu'on a. Soft, ça veut dire doux. Il est doux au bout. Là. Les patients le tolèrent très bien. Donc, la plupart de ce que vous voyez dans la liste-là, c'est très rare que ça apparaît avec le T-modal. Une chose qui est claire avec n'importe quel type de chimio, c'est que la chimio, ça fait baisser le système immunitaire pour tout le monde. Fait que le patient qui prend de la chimio, il est clairement plus à risque de pogner une infection. Donc, il faut faire attention. Le classique étant, dans la période justement de l'influenza, les petits-enfants qui viennent visiter à la maison, ou dans la période de gastro, les petits-enfants qui viennent à la maison, il faut se protéger, éviter les contacts. On se met des masques pour éviter les contacts tactiles. Toxicité des muqueuses, je vais passer ça, fibrose pulmonaire. Ça, c'est tout pour des chimiothérapies qui sont pas mal plus agressives. La preuve, regardez ici, alopécie. Alopécie, ça veut dire perdre ses cheveux. La plupart des gens qui prennent du T-modal, ils ne perdent pas leurs cheveux. Oh, T-modal. Ceux qui en perdent un peu dessus.
Ça peut, mais dans la plupart des gens qui prennent Stémodal, ils ne perdent pas leurs cheveux. En fait, les gens qui perdent leurs cheveux après un traitement de radio-chimio combiné, c'est à cause de la radiothérapie. C'est ça. Les autres, ça, c'est vraiment pour des chimiothérapies qui sont plus agressives. Je sais que j'ai dépassé mon temps, mais je veux juste vous dire que des fois... Ouais, allez-y. Vu que peut-être on ne parlerait pas de la chimio, mais parce que ça me touche. La chimiothérapie avec Stémodal. Oui. Est-ce que le protocole est quasiment pareil pour tout le monde Oui. ou c'est individualisé selon le type de tumeur? Nous, encore une fois, je vous le dis ouvertement, là, moi je suis chirurgien et je suis oncologue, OK? Puis j'aime ça, j'aime ma job au bout, là. Mais je vous le dis, là, ce qu'on fait, on travaille avec des approximations. C'est loin d'être parfait, puis je sais très bien que ma job dans 100 ans va avoir complètement changé. Fait que là, on travaille, savez-vous comment ça marche la chimio? On travaille avec le MTD, Maximum Tolerated Dose. C'est le même que les études sont construites. Fait que là, on a un nouveau médicament. Fait qu'on commence à donner le médicament à tout le monde. On donne le médicament. Puis là, on essaie de donner les plus grosses doses possibles. Si on parle du Stémodal, le dosage est pareil pour tout le monde. Ouais. Mais regardez. Ça fonctionne avec le poids. Il n'y a pas personne pareil. On va vous expliquer. Laissez-moi juste finir ce bout-là, puis je vous l'explique. Fait que là, on fait des tests, puis on monte les doses le maximum possible. Puis quand on voit que ça commence à devenir trop toxique, on a des critères, là, on rebaisse la dose, puis on dit, bon, ben ça, c'est la dose qu'on va donner à nos patients. Parce qu'en oncologie, malheureusement, plus on en donne, dans le plus bref laps de temps, mieux c'est. Bon, on revient au T-modal. Je reviens à votre question. Donc, on revient au T-modal. Cette dose-là a été trouvée éventuellement. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé la dose, non pas en fonction du poids, mais en fonction de la surface corporelle. C'est quoi ça, la surface corporelle? Ça tient compte de votre poids et de votre grandeur. Imaginez-vous qu'on prend un patient, puis on passe un rouleau compresseur dessus, puis on l'écrase, qui mesure 1 mm. Là, on va avoir une surface en mètres carrés. C'est ça, la surface corporelle. Fait que ça tient compte de la grandeur et du poids. Et le Stémodal, est-ce qu'il peut s'utiliser uniquement pour le cancer du sein? Non, il est utilisé dans d'autres types de cancers aussi, mais son application numéro 1, c'est pour le cancer du cerveau. OK? Fait que. OK, donc, moi, des fois, les gens, ils vont nous dire, vous ne nous donnez pas toute l'information. Ils vont dire, ah ben, il nous manque de l'information. Salut. C'est pas qu'on donne pas toute l'information. Des fois, on n'a pas l'information. C'est pour ça que je mets tout le temps cette diapo-là, approche par palier. Moi, je dis à mes patients, regarde, on commence ensemble, on va voir comment ça va, puis on va s'ajuster à chaque rencontre. C'est comme un escalier qu'on monte, j'espère. Des fois, malheureusement, on descend aussi. Mais on s'ajuste à chaque rencontre. Okay? Puis là, je vais vous parler des fameuses statistiques. Comme je vous disais, les lésions cérébrales primaires, c'est un spectrum. Imaginez-vous une règle, là. Imaginez-vous qu'on prend une règle. D'un bord, il y a des tumeurs qui sont complètement bénignes. On les opère, on les enlève, le patient est guéri. L'autre bord, vous avez des lésions d'une agressivité redoutable qui sont incurables. Bien, entre ces deux extrêmes-là, toutes les possibilités existent. OK? OK. Les statistiques, les fameuses statistiques. Moi, ça, c'est un dessin que je fais à tous mes patients. Je pense que c'est important de prendre du temps pour comprendre cette courbe-là, parce que la vérité est cachée là-dedans. Tu sais, les gens, des fois, ils vont nous dire, comme je vous disais, ben, vous ne nous dites pas toute la vérité. Ben, c'est parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Okay? La vérité, c'est cette courbe-là. À savoir, quand on voit un patient qui a une maladie, nous autres, on a tout plein de statistiques dans nos livres. Il y a des médecins, là, pas compliqué, ils donnent la statistique. Ils disent, ah ben, cette maladie-là, dans 3 ans, la tumeur va revenir, puis vous allez mourir dans 5 ans. C'est ça qui est marqué dans les livres. Moi, je trouve ça totalement débile. Parce que, évidemment, il y a toujours, en anglais, on dit one size doesn't fit. One size doesn't fit all. Il y a toujours des exceptions. Hein? Tout le monde, on connaît des exceptions. On connaît des gens qui ont défié, en guillemets, les statistiques. Donc, si on regarde cette courbe-là, ce qu'elle nous dit, là, c'est que
en général, quand on étudie une maladie précise, n'oubliez pas des tumeurs cérébrales, il y en a 30 sortes de types différents. Mettons qu'on en prend juste un, tu sais. Puis là, on étudie 100 patients qui ont ce type de maladie-là. Puis on regarde ce qui se passe dans le temps. On étudie, on enregistre un événement quand la tumeur va revenir. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le nombre d'événements qu'on enregistre ou le nombre de patients. On obtient une courbe de même. Ça, c'est une courbe dite normale en statistique. C'est que quand on veut donner la fameuse valeur qui est dans les lignes, c'est cette valeur-là qui est ici au sommet. Dans combien de temps ma tumeur va revenir? Je prends la courbe, je regarde dans 3 ans. Et ça, c'est une moyenne. Il y a des patients qui sont ici, puis il y a des patients qui sont là. Les patients qui sont ici sur notre courbe, peu importe ce qu'on fait, malheureusement, ça ne va pas bien. La tumeur elle revient beaucoup plus tôt. N'oubliez pas, ça c'est l'axe du temps. Puis à l'opposé, il y a des patients qui sont là sur notre courbe. OK? Moi, j'ai commencé ici en 2000. Mon premier patient que j'ai traité pour une tumeur cérébrale, il est encore là. C'est la tumeur la plus agressive qui existe. Il est encore là, 10 ans après. Puis, 14 ans après, 58 ans. 14 ans après, il est encore là, sans signe de progression, puis il va bien, le gars. C'est un gardien de prison, puis il travaille. Fait que, tu sais, lui, il est là sur ma courbe. À l'opposé, je vais me rappeler tout le temps d'un patient que j'ai opéré qui avait 25 ans, dans le temps des fêtes, en 2006 ou 2005. Je l'opère, je l'envoie chez eux en attendant la pathologie, puis, comme 10 jours après, il revient avec des gros maux de tête. On l'image, la tumeur était revenue, mais 4 fois plus grosse. Ben, vous devinez que lui, il était ici sur ma courbe. C'était tellement agressif qu'on n'avait même pas le temps de commencer notre radiothérapie. Pardon. Donc, je reviens à la notion de base. Comment ça va aller pour vous? Je ne sais pas. Mais si je prends ça, puis on se rencontre, puis à chaque rencontre, on regarde l'état de la situation, puis l'évolution. Là, on est capable de s'ajuster et essayer de préciser ce qui se passe avec ça. Fait que, ultimement, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse pour les patients quand on les voit, mais à mesure que l'évolution se précise, Habituellement, les rencontres sont de quelle fréquence? Ben ça, encore une fois, on varie selon l'évolution du patient. Il y a des patients aussi qui sont sous protocole de recherche. Puis eux autres, on les voit plus souvent. Hein? Pas le choix à cause du protocole, même s'ils vont bien. Mais donc, ça dépend du patient. Un patient qui va très, très... Moi, comment je fais ça habituellement, là, ils ont la radiothérapie. 2 mois après la première rencontre, là, bon, on a une phase de chimiothérapie. Quand tout ça est terminé, 3 mois, 6 mois, puis aux années après. Ouais. 3 mois, normalement, parce que c'est sûr que ça peut être... ça va 3 mois et des pinottes, moi. Ouais. Mais de 3 mois à 3 mois, pour combien de temps? Ben, c'est ça. Je fais une rencontre, 2 mois, une rencontre à 3 mois, une autre à 3 mois, après ça, une autre à 6 mois, puis après ça, aux années. C'est un peu comme ça. Mais là, comme je vous dis, on s'ajuste. Puis il y a tout le temps des changements. C'est ça. Je vous donne un exemple. Je vous vois à 3 mois, ça va bien. Je vous vois à 3 mois, ça va bien, mais il y a un petit quelque chose qui a changé sur la résonance magnétique. Vous êtes bien, mais puis on n'est pas sûr. Au lieu de vous mettre à 6 mois, là, moi, je vais vous faire revenir à 3 mois, peut-être même à 2 mois si ça m'inquiète vraiment. On n'a pas le choix de fonctionner comme ça. L'avantage, on fait infiniment plus d'images qu'on faisait jadis. Moi, quand j'ai commencé ici, là, il n'y avait pas de service sur les tumeurs cérébrales. Okay? Les gens, ils faisaient les traitements, ils faisaient la radiothérapie, puis après ça, ils disaient aux patients, allez-vous-en chez vous, puis vous reviendrez quand vous aurez des symptômes. C'est comme ça que ça se faisait. L'avantage de la manière avec laquelle on procède maintenant, c'est que là, on voit quelque chose changer sur les images avant que le patient devienne symptomatique. Donc, évidemment, c'est plus petit, puis on a le temps de réagir plus vite. Puis, depuis le début, depuis votre début, et aujourd'hui, on va dire en 2013-2014, l'incidence de tumeur cérébrale, selon vous, augmente? Ouais, je pense que oui. Ouais. Malheureusement, je pense que oui. Je pense qu'on en voit plus. On en voit plus chez les plus jeunes. Ils sont peut-être mieux diagnostiqués, mais... Oui, bien, vous avez tout à fait raison. Il y a clairement un biais de diagnostic. Ça, c'est clairement démontré. Mais une fois qu'on annule ce biais de diagnostic-là, il y a quand même plus d'incidence. On le remarque. Puis là, la question... Puis chez des gens de plus en plus jeunes. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui consultent? Non, mais c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais diagnostique, c'est vrai. Mais les tumeurs cérébrales, ce sont des modes de présentation si évidents que d'une manière ou d'une autre,
même si vous ne consultez pas précocement, éventuellement, vous allez aboutir à la salle d'urgence quand même. Puis, honnêtement, quand on regarde ça, moi, quand j'étais résident, j'ai fait ma résidence ici entre 1990 et 1997, ben, des gliomes, des lésions cérébrales, chez des gens de moins de 40 ans, j'en voyais un par année, c'était beau. Mais là, j'en vois plusieurs par mois. Donc, il y a quelque chose qui a changé, c'est sûr. Sûr. C'est-tu les ondes? C'est-tu ce qu'on mange? C'est-tu ce qu'on boit? Il y a quelque chose. On ne sait pas. Moi, j'ai fini. Ça, c'est important, OK? Parce que, ultimement, pour tout le monde, OK? Quand on voit quelqu'un, là, on essaie de résumer simplement. C'est quoi la vie? OK? Parce qu'on parle de cancer, on parle de maladie létale, on parle... Fait que quand on parle aux gens, on essaie de résumer c'est quoi la vie? C'est quoi la vie pour vous? Puis moi, je vous donne ma vision de la vie, simplement. La vie, pour moi, ben, c'est la durée. Il faut qu'il y ait une durée, multipliée par la qualité de vie. Puis, des fois, nous autres, on n'est pas bons là-dedans, qualité de vie. Souvent, on fait des erreurs. Je vous ai donné l'exemple du décadron en commençant tantôt. Ben, moi, j'ai des patients que leur qualité de vie a été complètement scrappée par le décadron. Des fois, on n'a pas le choix. D'autres fois, on aurait peut-être pu mieux le gérer. Tu sais, ça dépend, là. T-modèle, c'est pareil. Même si c'est bien toléré pour la majorité des patients, mais il y a des gens pour qui cette chimiothérapie-là va être difficile. Donc, il faut toujours recentrer nos interventions en fonction de la qualité de vie. C'est important à chaque mois ou à chaque fois qu'on se voit de discuter de ça. Comment ça va? Moi là, vous le savez, tout le monde, on est occupé, on court, puis tout ça, puis j'aimerais ça pouvoir passer plein de temps avec tous mes patients, mais je ne peux pas faire ça. Au début de ma pratique, je pouvais, j'avais le temps, là, j'ai plus le temps de faire ça. Mais moi, là, je pose la question, comment ça va? Comment ça a été le mois passé? Qu'est-ce que tu as fait? T'es-tu mieux? T'es-tu pire? T'es-tu moins bien que t'étais? T'es-tu pareil? Profites-tu de la vie? Fais juste me dire, tu profites-tu de la vie? Puis si le patient n'est pas capable de me répondre, parce que des fois, c'est un peu difficile. Je vais juste finir là-dessus, René. Bien, on a cette échelle-là qu'on utilise. Ça s'appelle l'échelle de Karnofsky. Si vous regardez dans notre littérature à nous, c'est omniprésent. Karnofsky, c'est un neurologue russe, puis il a pondu cette échelle-là. Ça va de 0 à 100. 0, le patient est décédé. 10, mort imminente. 100, normal asymptomatique. 90, symptomatologie mineure. Petite faiblesse dans une jambe, une petite atteinte de son champ visuel. 80, poursuit les activités normales avec effort, quelques symptômes. Bon, regardez bien le 70, il est important. Incapacité à mener des activités de la vie quotidienne, par contre, se soigne seul. Puis à 60, requiert de l'assistance occasionnelle. Pour nous, la définition de la qualité de vie est autour de 70 et en haut. Quand on tombe en bas de 60, on commence à se poser des questions. OK? Puis moi, mon attitude, on a toutes des attitudes différentes, mais moi, mon attitude, c'est de jamais décider pour le monde. Moi, je suis pas placé, moi, je suis pas le bon Dieu, là, c'est pas moi qui va décider pour les patients. Ma job, c'est de conseiller, par exemple. Puis quand on arrive en bas de 60, là on s'assoit pas mal plus longtemps. Tu sais, je vous disais tantôt qu'on va vite parce que ça roule tout le temps. Puis notre clientèle de patients a fait ça, puis il faut essayer de donner du temps à tout le monde. Mais quand le patient tombe en bas de 60, là, par exemple, on le prend le temps, parce qu'on dit, oh, attends un petit peu, là. Nous autres, là, on n'est plus sûr qu'on t'aide, là. Peut-être qu'il faut voir notre manière de faire, peut-être qu'il faut changer de traitement, peut-être qu'il faut complètement changer de direction. Peut-être, si on est dans une situation de maladie incurable, puis qu'on a épuisé toutes nos ressources, peut-être qu'il faut envisager des soins palliatifs, peut-être qu'on est rendu là. Mais bref, on utilise beaucoup cet instrument-là pour décider de ça. OK, fait que moi j'arrête ici, René. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Des choses qu'on n'a pas couvertes? Puis comme je vous disais, moi je vais vous demander de retenir les questions sur la recherche, sur la chirurgie, retenez ça. On va parler de ça.